Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La lutte des sans-abri au Japon. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 54 216 7. EAN 9 782 296 089 501. David Antoine Malinas. La lutte des sans-abri au Japon. Le renouveau du militantisme. L'Harmattan. Point sur l'Asie. Collection dirigée par Philippe Delalande. Dernière parution. Claude Helper. La dénucléarisation de la Corée du Nord et la succession de Kim Jong-il, dans le contexte géopolitique et de sécurité en Asie-Pacifique, 2010. Mathieu Baratier, Les Chinois aujourd'hui, 2010. Carla Di Martino, Le Pakistan, Islam et modernité. Le projet de Benazir Bhutto, 2010. Vincent Greby, Le nouveau Népal. Le pari d'une utopie, 2010. Raoul Marc Génard, 30 ans depuis Pol Pot. Le Cambodge de 1979 à 2009, 2010. Thierry Gutmann, Shinto et politique dans le Japon contemporain, 2010. Raphaël Gutmann, Entre caste et classe. Les communistes indiens face à la politisation des basses castes, 2010. Changxing Zhao, L'enseignement non gouvernemental en Chine, 2009. Lionel Bachas, Lucie Dejouhanet, Pierre-Yves Trouillet, Conflits et rapports sociaux en Asie du Sud, 2009. Maja Anazaruk, La prostitution en Asie du Sud-Est, 2009. Anne Buisson, Alphabétisation et éducation en Inde, 2009. Jean-Pierre Cabestan et Tanguy Le Pesant, L'esprit de défense de Taïwan face à la Chine, 2009. Chloé Szulzinger, Les femmes dans l'immigration vietnamienne en France de 1950 à nos jours, 2009. Marc Delplanque, Le Japon résigné, 2009. Alain Lamballe, L'eau en Asie du Sud, confrontation ou coopération, 2009. Stephen Dusobauduin, Sociostratégie de la Chine, Dragon, Panda ou Chiline, 2009. À mon père. Infiniment. Remerciements. Je voudrais remercier Bruno Etienne, mon non-chi maître, qui m'a donné le goût de la recherche et de la recherche de l'autre. Je voudrais remercier le ministère de l'Éducation nationale du Japon, Monbu Kagakusho, pour avoir soutenu financièrement ce travail de recherche ainsi que l'université de Hitotsubashi qui m'a accueilli pendant mes années de recherche au Japon. Ma gratitude s'exprime au plus haut point envers le professeur Takashi Masachimura, pour son soutien indéfectible. Je garde le souvenir le plus respectueux du professeur Takamichi Kaji-Itea, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour, et dont le départ prématuré a touché tous ses élèves. Je tiens à remercier le Centre de recherche politique de la Sorbonne qui m'a accueilli dans son équipe de recherche sur l'action collective, alors que j'étais un ronin, et plus particulièrement je tiens à remercier Olivier Filleul pour son haut degré d'exigence et les conseils qu'il m'a prodigués tout au long de cette recherche. Je voudrais remercier également le Centre de recherche français de la Maison franco-japonaise, le Centre de recherche sur la stratification sociale et les inégalités de l'Université du Tohoku, l'Institut d'Asie orientale de l'IAO et le Réseau Asie pour leur soutien, logistique ou financier, accordé pendant mes années de réécriture. Je remercie plus particulièrement pour leur soutien de cœur et d'esprit le professeur Yoshimichi Sato, le professeur Marc Imbert et le professeur Jean-François Sabouret. Je remercie mes collègues et amis qui tout au long de ce travail m'ont offert tard dans la nuit et jusqu'à la dernière heure conseils, discussions et relectures, en particulier Frédéric Roustan, Aikawa-san, Paul Jobin, Vincent Meneclet, TSUMI-san, HARAGUCHI-san, Kaakaite-san, TSUM Akai, INAD Hassan, ainsi que mon frère Pierre-Yves Malinas.
Je tiens à remercier ma famille qui m'a soutenu dans ce projet de longue haleine. J'adresse une pensée particulière pour Nadejda S. Chapitre 1, Introduction GENERALE. 24 janvier 1996. Tokyo. Il est 6 heures du matin. L'heure comme la saison veulent qu'il fasse froid. Près de 1000 agents de sécurité, policiers et polices anti-émeutes sont en position devant l'entrée de l'une des 2 rues souterraines qui mènent du nouveau quartier des affaires de la capitale à la sortie ouest de la plus grande gare du Japon, Shinjuku 1. Des passants peu, mais des journalistes, des photographes, des grands reporters beaucoup. En face, une centaine de sans-abri et leurs soutiens militants, tous assis, bloquent de leur corps serré l'entrée de la rue derrière une barricade. Ils refusent depuis plus de 6 mois de quitter le village, une cinquantaine d'abris en carton allongés le long de cette artère. Ils ont décidé de résister une dernière fois, pacifiquement, en organisant un sit-in contre l'ordre d'éviction de la mairie de Tokyo qui souhaite ardemment construire un couloir roulant précisément dans cette rue et propose aux sans-abri l'accès à un centre d'hébergement temporaire. À 7h20, les policiers interviennent. Confusion, cris, des œufs et de la farine volent, plusieurs militants sont arrêtés, les flashs crépitent, les caméras tournent. Il s'agit de la seconde éviction générale des sans-abri de Shinjuku, l'un des premiers événements marquants de l'année 1996 et un pic dans la relation qui oppose la mairie de Tokyo et l'Organisation de défense des droits et de la vie des sans-abri, la SRK, Shinjuku Renrakukai ou SRK dans le texte. Quelques 2 ans auparavant, le 17 février 1994, la mairie de Tokyo, épaulée par les services de la mairie d'arrondissement de Shinjuku, avait déjà réalisé la même opération. L'objectif était également de repousser en dehors de la gare de Shinjuku le nombre grandissant de sans-abri qui s'étaient sédentarisés, depuis quelques dizaines de mois, dans ces entrailles souterraines, avec une attention particulière à cette même artère dans laquelle un regroupement d'une cinquantaine de cabanes de carton s'était formé. Au volet répressif était adjoint un léger volet social, l'accès à un centre d'hébergement temporaire accessible pour 2 semaines. Contrairement à 1996, cette première éviction générale n'aura suscité aucune résistance majeure. L'éviction apparaît comme un succès. Le personnel administratif mobilisé est minime, les sans-abri sont évacués rapidement, les militants sont absents. Les journalistes s'étonnent, à la page des faits divers, avec des photos de souterrains vides et les associations de commerçants sont satisfaites, leurs doléances ont été prises en compte. C'est pourtant bien cet événement qui déclenche un processus complexe de formation d'une action collective en résistance et la constitution de la toute première organisation dédiée exclusivement à la défense des sans-abri. Quelques 2 années plus tard, en février 1998, la mairie de Tokyo et la SRK s'accordent pour jeter les bases de la toute première politique officielle de réinsertion pour sans-abri au Japon. L'administration abandonne sa politique d'éviction et offre aux sans-abri un accès à des centres d'hébergement dans lesquels des dispositifs de retour à l'emploi et d'aide sociale, Seikatsu Ogo, sont mis en action. La SRK est reconnue comme interlocuteur légitime des intérêts des sans-abri, et dans un processus d'institutionnalisation croissante, sera labellisée NPO, Non-Profit Organization, par la même administration qui avait assigné 2 de ses leaders en justice. La chronologie à elle seule ne pourrait servir d'explication, mais permet de relever toute l'importance historique de la lutte des sans-abri de Shinjuku. Il s'agit tout d'abord de la première action collective contestataire de cette population. Ensuite, la SRK, dotée d'une remarquable longévité, constitue la première organisation dont le but exclusif est la défense de la cause sans-abri. Enfin, cette lutte a été victorieuse. Les sans-abri, et les militants qui se sont engagés à leur côté, ont réussi à modifier durablement l'allocation sociétale des ressources, juridiques et matérielles, en leur faveur à travers cette première politique de réinsertion. Ainsi, pour autant que cette étude se concentre sur un événement microsociologique, localisé, et avant même sa problématisation sociologique, il est déjà possible de souligner son caractère marquant, c'est-à-dire à la fois distinctif, saillant dans la mémoire contemporaine, constitutif d'une véritable ligne de césure d'eux. Il n'est cependant pas habituel de retenir du Japon l'étude d'un tel phénomène social. Ce pays a su présenter l'image d'un pays harmonieux,
dont le principe était celui d'une répartition égalitaire des fruits de la croissance. Si de rares ouvrages, en langue française, se sont intéressés à des phénomènes de pauvreté ou de discrimination 3 ou de situations de conflit 4, il n'existe encore aucune étude sur le phénomène sans-abri 5. Aussi, après avoir souligné les caractéristiques générales de ce phénomène, nous présentons les hypothèses et la méthode qui fondent ce travail de recherche. 1. Le nouveau phénomène sans-abri au Japon. Au cours des années 90, le nombre de sans-abri augmente de manière rapide dans l'espace public urbain, suscitant un vif débat au sein de la communauté scientifique désormais spécialisée dans l'étude de ce nouveau problème social. Pour certains, c'est une crise sectorielle qui en est la cause, alors que pour d'autres, il s'agit d'une crise structurelle qui touche l'ensemble de la société japonaise. Ce débat, source de confusion quant à l'origine de la crise sans-abri, a affecté les prémices de certains travaux scientifiques comme ceux de Miki Hasegawa 6, qui a également étudié la mobilisation des sans-abri au Japon. En plus d'accaparer les énergies et d'entretenir les divisions de la communauté scientifique, le flou sur la causalité sociologique du phénomène sans-abri a oblitéré le travail de remise en cause objective des préjugés les entourant, freinant par là même la lutte contre leur discrimination. Caractéristiques quantitatives. Jusqu'au début des années 90, la question des sans-abri était considérée comme résolue. Après les années de l'immédiat après-guerre, pendant lesquelles le phénomène de pauvreté de rue était généralisé, le miracle japonais a rendu à chacun sa place dans la société. La démocratie retrouvée a permis aux populations jusqu'alors exclues d'intégrer la société de masse naissante. Les ghettos de travailleurs de basse classe ou ceux des populations discriminées ont disparu, tout comme dans la rue, la figure moyenâgeuse du mendiant en haillons Furoshia ou celle nostalgique du conteur ambulant Kamishibai. À partir de 1965, l'enquête annexe au recensement quinquennal concernant les sans-abri cesse d'être publiée et plus aucun chiffre officiel n'est disponible. Si des sans-abri sont encore présents dans la rue, le problème est considéré jusqu'à la fin des années 1980 comme un problème individuel, dont l'explication serait avant tout d'ordre psychopathologique. Ainsi, au début des années 90, le Japon apparaît comme l'un des rares pays développés encore épargnés par le phénomène de nouvelle pauvreté, et sa figure la plus spectaculaire, la pauvreté de rue. En 1990, le taux de chômage est de 2%, soit le plus bas depuis 10 ans, et certains analystes, confiants, soulignent que le Japon n'a pas un sérieux problème sans-abri. L'usage efficace de l'espace, la nature forte des relations familiales et la volonté de traiter les attitudes déviantes ont produit un taux quasi inexistant de pauvreté de rue 7. C'est pourtant au cours de la décennie 90 que le nombre de sans-abri augmente de manière spectaculaire. Le graphique 1 permet de distinguer deux vagues successives dans la hausse du nombre de personnes à la rue. Graphique 1, augmentation du nombre de sans-abri à Tokyo 1992 à 1999. Source, 1992 à 1994, Patrouille du peuple, Jinmin Patororu de Sanya dans Kasai Kazuaki, Shinjuku Omoreshu Funsenki, Mémoire de la lutte des sans-abri de Shinjuku, Tokyo Gendai Kikaku Shitsu, 1999, page 14. 1994 FE accent aigu V, août 1999, ville de Tokyo dans Zomurtu no Jiritsu Shien Nado Nikansuru Tokyotu Jishikeikaku, mesure de la ville de Tokyo concernant le soutien à l'autonomie des sans-abri, Tokyo, Tokyoto, juillet 2004, page 2. Note, les moyens déployés par ces deux organes ne sont pas les mêmes. L'année 1994 permet de donner un ordre d'idée des différences. Pour les associations, un peu plus de 1510 sans-abri, pour l'administration un peu plus de 3275 février. Le rapport est donc de 2.1. La courbe valeur estimée établit un chiffre, toutes choses étant égales par ailleurs, que l'administration aurait obtenu si elle avait réalisé un recensement de la population sans abri à partir de 1992. Au début des années 1990, et en l'absence de statistiques officielles, ce sont d'abord les organisations caritatives qui tirent le signal d'alarme. À Tokyo, la patrouille du peuple Jinmin Patororu de Sanya relève une augmentation brusque du nombre de sans-abri Omoreshu.
un peu plus de 400 en 1992, 1000 en 1993 et 1500 en 1994. En 1994, les autorités de Tokyo décident quant à elles, de rétablir les enquêtes sur les personnes qui utilisent comme lieu de vie habituel et sans autorisation les parcs publics, berges des rivières, rues, bâtiments des gares ou tout autre lieu public. 8. La première enquête donne un chiffre de plus de 30 009. Le différentiel obtenu semble avant tout lié à l'hétérogénéité des moyens engagés, la méthode et la définition du phénomène restant identiques. Ainsi, il est possible d'estimer que, toutes choses égales par ailleurs, si l'administration avait réalisé un recensement de la population sans abri en 1992, elle en aurait décompté près d'1 millier. Dans tous les cas, lors de cette première vague, le chiffre des sans-abri a au minimum triplé en 3 ans, submergeant certains centres sociaux comme celui de l'arrondissement central de Shinjuku où entre 1993 et 1994 le nombre de repas distribués est passé de 352 à 12 104 et les demandes d'aide ont été multipliées par 12. Après une stabilisation du nombre de sans-abri entre 1994 et 1996, leur population double en un peu plus de 3 années, passant de 3 000 en 1997 à près de 6 000 en 1999-11. Initialement circonscrit aux villes d'Osaka et Tokyo, cette deuxième vague étend le phénomène à toutes les mégalopoles et métropoles japonaises, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka ou Hiroshima. Les années 2000 correspondent à une nouvelle période de stabilisation durable, notamment à Tokyo, où les politiques de réinsertion, testées à la fin des années 90 à Shinjuku, sont implantées dans l'ensemble des arrondissements répartis par secteur. Pour expliquer cette tendance, 2 écoles vont s'opposer. L'école des Yosebas, qui défend une analyse sectorielle, c'est-à-dire la destruction d'une underclasse urbaine, et l'équipe du professeur Masami Iwata, qui défend une analyse structurelle et met en évidence des processus d'exclusion ou de désaffiliation douce qui agissent au cœur même de la société. Les 2 ouvrages qui défendent ces 2 analyses sortent la même année, la polémique qui en découle ne facilitant aucunement la compréhension du débat. Maintenant que le conflit s'est apaisé 13, il est possible de souligner la valeur de chacune des analyses pour expliquer la première puis la seconde vague d'augmentation. La première vague, requiem pour l'underclass japonaise. La première vague prend naissance dans la destruction d'une particularité du capitalisme japonais, les Yosebas, monde clos et différencié de la société japonaise, peuplée exclusivement de travailleurs journaliers célibataires, employés pour l'immense majorité dans le secteur de la construction. Une explication de la brusque augmentation du nombre de sans-abri trouve son origine dans la destruction de l'underclass japonaise qui s'est principalement concentrée, après la Seconde Guerre mondiale, dans ces espaces séparés. Plusieurs enquêtes quantitatives et qualitatives, prenant en compte à la fois la dimension spatiale et sociologique du phénomène de rue, mettent en évidence l'augmentation du nombre de sans-abri en provenance du ghetto permanent de Tokyo. Tout d'abord, dans les enquêtes qui distinguent les catégories socio-professionnelles, il apparaît que les anciens journaliers employés dans le bâtiment, soit le profil type du journalier de Sanya, étaient majoritaires. Ainsi, dans l'enquête 1995 de la ville de Tokyo concernant les sans-abri, la part de catégorie qui était déjà à 41% en mars 1993 passe à 49% en mars 199 414. La seconde catégorie la plus représentée, salariés dans l'enquête de 1993, puis ouvriers dans l'enquête de 1994 passe respectivement de 24% à 16%. Certes, il faut prendre ces chiffres avec précaution, notamment parce qu'une grande partie des sans-abri n'a pas répondu. Néanmoins, cette tendance est confirmée par le témoignage des militants qui se sont engagés auprès des sans-abri après la première éviction de 1994. Ainsi, Inaba-san, soutien extérieur de la première heure engagée à Shinjuku, se souvient de l'importance du statut de travailleur journalier pour les sans-abri. Est-ce qu'il y a une différence entre les sans-abri de la première moitié des années 90 et ceux de la seconde moitié des années 90 ? En 1994, il n'y avait pas une bonne image de sans-abri dans l'opinion publique. Aussi, les sans-abri ne voulaient pas être appelés ainsi. Un jour de l'année 1994, nous avons demandé à un groupe de sans-abri,
environ une cinquantaine de personnes, comment ils souhaitaient être appelés. La réponse la plus fréquente a été travailleurs journaliers, Iyatoire Odosha. Et en effet, à l'époque il y avait beaucoup de travailleurs journaliers parmi les sans-abri. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'entre eux qui allaient jusqu'à Sanya pour chercher du travail. 15. La géographie du phénomène est également caractéristique. Le recoupement de l'enquête réalisée par la revue AERA 16 ainsi que les données fournies par la patrouille du peuple 17 permet de rendre compte de la surreprésentation des sans-abri aux alentours du Yoseba. Voir tableau 1. Ainsi, en janvier 1993, 600 personnes étaient recensées aux alentours de Sanya, ce qui représente près de 60% de la population totale des sans-abri. En octobre 1993, 812 personnes étaient dénombrées et le pourcentage était de 56%. Enfin, en janvier 1994, le nombre était estimé à 800 pour une proportion de 52%. On s'aperçoit ainsi que plus de la moitié des sans-abri étaient recensés dans le même espace géographique, alors que l'autre moitié était répertoriée dans 3 espaces différents, aux alentours de la gare de Tokyo, de Shinjuku et de Shibuya 18. La seconde vague, les sans-abri au cœur de la société. Les études et enquêtes dirigées par le professeur Masami Iwata ont eu à cœur de démontrer que le phénomène sans-abri n'était pas seulement la conséquence de la destruction d'un secteur oublié de la société japonaise, mais correspondait à une modification de la structure sociale générale. Son argumentation est particulièrement pertinente pour expliquer la seconde vague d'augmentation du nombre de sans-abri. Ainsi, dans une enquête réalisée en 1999 à Tokyo 19, l'auteur et son équipe classent les sans-abri selon 3 catégories, moins d'1 an, entre 1 an et 5 ans et plus de 5 ans passés à la rue. Elle met en évidence que plus l'expérience de la rue est récente, moins les sans-abri ont une expérience du Yoseba. Le pourcentage de jeunes sans-abri sans expérience Yoseba, 67,2% de la population interrogée, est ainsi quasiment identique au pourcentage des anciens sans-abri avec expérience Yoseba, soit 66,7%, tableau 2. Pour administrer la preuve d'une crise structurelle et d'une précarisation des positions sociales, l'auteur analyse notamment l'évolution des caractéristiques des populations des centres de réhabilitation de la mairie de Tokyo, Tone Kosei Shisetsu, tableau 3.20. Alors que, jusqu'au début des années 90, la majorité des usagers de ces centres étaient dans des trajectoires ascendantes, ce sont depuis des populations prises dans des trajectoires sociales descendantes qui utilisent ces infrastructures. Ainsi, en 1991, la population sans-abri ne représentait que 35% des usagers. En 1996, elle représente plus de 60%. Il faut également signaler que la présence dans l'espace public des sans-abri s'étend. L'analyse de la répartition spatiale des sans-abri pour les années 1998 à 1999 met ainsi en évidence une augmentation du nombre de sans-abri dans les zones qui ne sont pas traditionnellement affiliées au Yoseba permanent de Tokyo. Ainsi, la hausse du nombre de sans-abri dans la zone de Shinjuku et ses environs est significative. 34% d'augmentation pour le parc de Toyama, 82,5% pour le parc central de Shinjuku, 70,4% pour le parc de Hibiya et le parc de Yoyogi. Il est possible désormais d'utiliser de manière complémentaire ces 2 analyses pour comprendre l'évolution du phénomène sans-abri. Cependant, pendant de nombreuses années, le débat d'école a rendu difficile l'exploration de l'origine du phénomène. La thèse de Miki Hasegawa 21, également consacrée à l'étude de l'action collective des sans-abri de Shinjuku, est à cet égard révélatrice. De la méconnaissance scientifique et sociale. S'il est important de reconnaître l'intérêt de cette thèse riche en informations, aux orientations théoriques différentes de la nôtre, il faut néanmoins souligner l'erreur de l'auteur qui consacre un chapitre entier pour une explication de l'origine du phénomène sans-abri qui peut être considéré, désormais, comme erroné 22. Pour sa défense, Hasegawa souligne d'ailleurs, se référant à Keiko Yamaguchi 23, qu'il n'existait pas à l'époque de véritable synthèse concernant la question de l'origine des sans-abri. Pour Hasegawa, l'augmentation du nombre de sans-abri a 2 causes.
La première est à rechercher dans la modification de l'économie des Yosebas pendant les années 80. La seconde est à rechercher dans les transformations de la société japonaise au début des années 90. On peut le constater, il y a un décalage de temps avec les deux principales thèses aujourd'hui retenues. D'une part, pour les Yosebas, la crise est habituellement datée du début des années 90. En ce qui concerne la crise Heisei, qui débute effectivement au début des années 90, ses effets sur la population à la rue ne sont pas immédiatement perceptibles. Il faut attendre, comme le met en évidence le professeur Iwata, la fin des années 90. Tout d'abord, en ce qui concerne les Yosebas, il n'est pas possible de relever une crise pendant les années 80. Il existait, il est vrai, des sans-abri, mais ce phénomène était ancien, lié au rythme des périodes travaillées et chômées des journaliers. D'ailleurs, il existait un mot particulier pour définir cette période à la rue, aokan. La gentrification du Yoseba, qui aurait éloigné les travailleurs journaliers du ghetto en remplaçant des dortoirs de mauvaise qualité en chambres d'hôtel de meilleure qualité, est un mythe tenace. Il suffit d'aller faire un tour au Yoseba de Sanya ou de Kamaazaki pour constater qu'il n'existe pas plus d'une dizaine d'hôtels, situés d'ailleurs en périphérie du ghetto, qui se sont effectivement transformés en business hôtels peu onéreux et qui s'adressent à une nouvelle clientèle, celle des employés en déplacement dans la capitale. La gentrification des hôtels des ghettos, loin de pousser les travailleurs journaliers en dehors du ghetto, répond à une forte hausse de leur pouvoir d'achat pendant la fièvre immobilière des années 80. Le salaire journalier, qui est aujourd'hui compris entre 6 000 et 8 000 yens, était alors compris entre 10 000 et 15 000 yens, pour des chambres d'hôtel dont les plus chères étaient à 2 000 yens. Aussi, la crise de l'underclass ne peut être repoussée à la décennie 80. De plus, ce qu'il faut considérer avec la plus vive attention lorsque l'on s'intéresse au phénomène sans-abri en tant que crise de cette underclass, c'est moins le phénomène régulier d'Aokan que l'annualisation de la présence dans la rue et le phénomène d'exode qui vide littéralement le ghetto de sa population. Or, ces deux phénomènes ne se développent qu'au début des années 90. En ce qui concerne les sans-abri en provenance des franges précarisées de la société, il s'agit encore, au début des années 90, d'une intuition, notamment celle du professeur Iwata, qui ne sera confirmée qu'à la fin de cette décennie. Au début des années 90, la crise est bien trop récente et les variables économiques invoquées sont peu convaincantes. 2,6% de taux de chômage en 1994, moins de 10% d'emplois précaires, moins de 40% de dette publique. Il s'agit encore du tout début de la crise qui va être retardé par de nombreux plans de relance de type keynésien. En revanche, à la fin des années 90, le taux de chômage a doublé, le taux d'emploi précaire a triplé et la dette de l'État a quadruplé. Il est alors indéniable que ces données macroéconomiques peuvent être considérées comme pertinentes pour comprendre la plus forte augmentation du nombre de sans-abri en provenance de la société normale. S'il est à mettre au crédit de Hasegawa la prise en compte du long terme dans l'analyse de l'action collective des sans-abri, il est important d'insister sur cette erreur de timing. En effet, la modification de l'origine des sans-abri pendant la période de l'action collective n'est pas sans conséquence sur la modification des objectifs et des moyens de cette lutte. Le flou concernant l'origine du phénomène sans-abri n'a pas seulement des conséquences scientifiques mais également sociales. Dans une approche comparative, Didier Fassin met en perspective les différents cadrages qu'a reçus dans les années 80 le nouveau phénomène de pauvreté aux États-Unis, en France et en Amérique latine 24. Il souligne qu'en France, une réflexion en termes d'exclusion 25 a facilité la prise en compte des dysfonctionnements sociétaux, ce qui permettait de souligner l'aspect structurel du phénomène et soutenir la responsabilité de toute la société pour trouver une solution à ce problème, comme le partage du travail ou l'allocation d'aide sociale comme le RMI. En revanche, une réflexion en termes d'underclass aux États-Unis a avant tout accrédité la thèse d'une responsabilité individuelle des pauvres. Comme l'auteur le souligne, il s'agit de deux systèmes d'interprétation qui renvoient à des représentations particulières de l'espace social qui déterminent à leur tour de façon relativement spécifique, des pratiques, des prises de position, des choix de politique. 26. Les sans-abri sont, au début des années 90,
Le premier problème de pauvreté a percé dans l'opinion publique japonaise alors que le chômage est encore à un taux insignifiant et la précarité au travail concerne un pourcentage de la population encore minime. Cependant, leur image est particulièrement mauvaise. Le résultat d'un sondage réalisé en 1999 est assez représentatif des différentes opinions négatives qui s'accumulent sur la population sans-abri 27. Ainsi, pour 67,5% des personnes interrogées, les sans-abri sentent Kusai 28. Ils semblent être assimilés à une pollution environnementale, dont l'existence est combattue, par des plaintes écrites envoyées aux autorités locales 29, des mouvements NIMBY ou plus directement par des agressions orales ou physiques souvent perpétrées par de jeunes adolescents 30. Pour 51% des interrogés, les sans-abri sont des paresseux. La condition de sans-abri est en effet souvent assimilée à une déviance morale, un refus d'assumer sa place et ses responsabilités au sein de la société. Enfin, la population sans-abri apparaît comme une population anxiogène et 33,6% des personnes interrogées considèrent qu'ils font peur. Tsutsumi Keishiro note à ce propos les rumeurs infondées d'agression par des sans-abri, qui peuvent être utilisées comme argument dans les phénomènes NIMBY 31. La population sans-abri est donc une population ouvertement discriminée au Japon. Cette manière de comprendre la pauvreté est également partagée par l'administration japonaise, dont les fonctionnaires chargés des affaires sociales, lorsqu'ils sont confrontés à une demande d'un sans-abri, travaillent le plus souvent à accabler la personne de ses erreurs supposées plutôt qu'à lui permettre d'accéder au revenu minimum vital, Seikatsu Ogo. Les a priori concernant cette population s'exercent avec d'autant plus de force que les agents qui travaillent en relation avec les populations en difficulté, l'équivalent des assistantes sociales en France, n'ont pas de formation spécialisée. Il existe toutefois un examen, le Shakai Fukushi Shikoka Shiken, examen national des assistants sociaux, qui permet d'obtenir le titre de Soharu Waka, de l'anglais social worker, reconnu par l'État. Cette spécialisation n'est cependant pas forcément recherchée par l'administration japonaise, ces dernières privilégiant la règle de mobilité fonctionnelle triennale. Il existe de plus une tension entre l'objectif de satisfaction des administrés, c'est-à-dire dans le cas des sections des affaires sociales une orientation auprès des personnes pour améliorer leurs conditions de vie, et l'objectif reconduit pendant les années 90 de réduction des dépenses publiques. La sélection entre pauvres méritants et pauvres non méritants est alors renforcée par le manque de moyens. Ainsi, les conditions à la fois objectives et subjectives de suivi de l'aide sont favorables soit à une non-intervention, soit à une discrimination de la population sans abri. L'interaction entre l'administration et les citoyens ne se limite pas à une même réaction négative vis-à-vis des sans-abri. Leur augmentation a eu pour effet de soulever la protestation de nombreux habitants relayés auprès de l'administration locale sous forme de lettres, de fax, de coups de téléphone, et dans les cas les plus organisés, de pétitions. Imaginons le cas d'une famille. Le père est salarié d'une grande entreprise, a fait un prêt pour acheter un appartement avec vue sur un parc public que sa femme et ses enfants peuvent utiliser tous les jours et avec lui les week-ends. Voilà que des sans-abri commencent à utiliser ce parc. Ils ne sont pas seulement visibles, ils construisent des abris recouverts d'une bâche bleu vif. Sa femme ne veut plus utiliser le parc avec ses enfants, car elle ne se sent plus en sécurité. De leur appartement, ils voient désormais non plus le parc, mais le parc et ses sans-abri, et leur bien perd de sa valeur alors même qu'il n'est pas encore complètement remboursé. Le trait est grossi, mais c'est ce type de situation, reproduite à l'échelle de toutes les grandes villes du Japon, qui est décrite dans les plaintes envoyées à l'administration. Consécutivement, l'administration intervient de manière répressive afin d'expulser les sans-abri de leur espace de vie. Le cas de Shinjuku apparaît comme la plus vaste de ces opérations, une expulsion qui concerne près d'une centaine de sans-abri, reproduite dans les différents espaces de Tokyo, ou d'Osaka, de Nagoya, etc. 2 protocoles de recherche, mobilisation des plus précaires au Japon. À partir des années 2000, la situation concernant les sans-abri va évoluer. Des mesures sont prises, d'abord à Tokyo puis copiées par les autres métropoles japonaises, en faveur de la réinsertion des sans-abri. Des budgets sont alloués, des centres d'aide à l'autonomie voient le jour.
Dépassant le cadre de l'intervention locale, en 2002, une loi est votée par le Parlement japonais en faveur des sans-abri. L'État central, à travers le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, soutient financièrement des programmes de réinsertion. La recherche concernant le phénomène sans-abri se recentre alors sur l'analyse, la promotion, l'évaluation ou la comparaison internationale de ces politiques publiques. Concentrée soit sur le phénomène sans-abri, soit sur les politiques qui les concernent, peu de recherches se sont alors orientées sur les causes de l'évolution des politiques publiques, c'est-à-dire l'action collective des sans-abri et de leurs alliés. En se focalisant sur le cas de Shinjuku, qui a permis d'initier les premières politiques publiques de réinsertion, j'essaye de comprendre comment un tel mouvement social a pu voir le jour et quelles en ont été les contraintes, les limites et les effets. Problématique, improbable action collective. De quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle d'une action collective des sans-abri ? Après avoir défini ce terme, nous posons la problématique qui permet de souligner l'intérêt de ce travail. Si les définitions de l'action collective sont nombreuses, nous retiendrons 3 points principaux. Il s'agit tout d'abord d'une action collective programmée. J'utilise ce terme pour unifier en un même temps 2 types d'intentionnalité. Premièrement, l'intentionnalité sur les moyens de l'action collective. Des personnes décident de se retrouver ensemble en un même lieu, à la différence par exemple d'un embouteillage ou bien pour les sans-abri de se retrouver dans la rue. Ces personnes s'accordent également sur la forme à donner à cette action, ce qui se nomme le répertoire d'action. Une manifestation, un sit-in, une grève de la faim, etc. Secondement, l'intentionnalité concerne les objectifs. L'action collective est orientée vers un but. Toutes les personnes qui participent à une action collective n'ont pas nécessairement le même but ou bien la même compréhension du but recherché, et ils peuvent même avoir plusieurs raisons de participer. Cependant, l'action collective n'a pas lieu pour rien. Elle permet de transmettre un message, une requête, une protestation. Elle fait sens à la fois pour les participants, mais aussi auprès des non-participants. Il s'agit ensuite d'une action qui est politique, ce qui signifie que l'adversaire est constitué par des autorités politiques. Il ne s'agit pas d'un adversaire unique, il peut exister d'autres adversaires qui peuvent s'opposer à une action collective. Dans le cas de la mobilisation des sans-abri de Shinjuku, par exemple, des gangs de Yakuza se sont opposés à la mobilisation des sans-abri. Mais l'adversaire principal est celui qui permet d'obtenir la satisfaction des demandes, nouvelle répartition des richesses, accès aux minimums sociaux, arrêt d'une politique d'éviction dans le cas de la lutte des sans-abri, et constitué des membres de l'administration locale ou nationale ou des politiques. Pour autant, cet adversaire n'est pas absolu. Certes, la situation de départ est nécessairement une situation de confrontation, car il faut porter l'attention des pouvoirs publics sur un problème qui leur échappe. Cependant, tout le travail subséquent consiste à trouver dans la pluralité de ces entités administratives, de ces bureaux spécialisés et de ces responsables, des alliés sensibles aux problèmes soulevés et qui reconnaîtront les représentants de ce mouvement social comme interlocuteurs légitimes. Enfin, l'espace social des mouvements sociaux est un espace distinct des autres espaces sociaux, qu'il s'agisse de l'espace politique, de l'espace juridique ou bien de l'espace médiatique. Lilian Mathieu le définit des univers de pratique et de sens, relativement autonomes à l'intérieur du monde social, au sein duquel les mobilisations protestataires sont unies par des relations d'interdépendance. 32. D'un point de vue taxinomique, le terme d'action collective protestataire est ici équivalent à celui de mouvement social, ou bien de société civile critique. Le premier, couramment utilisé en France, est encore négativement marqué au Japon par le mauvais souvenir des luttes des années 60 à 70 et de ce fait peu usité. Cette connotation touche également les mots mobilisation, doan, ou bien militant, katsudoka, qui n'ont pas encore été assez travaillés scientifiquement pour perdre leur valeur de prénotion. Le second est couramment utilisé au Japon, sans l'adjectif critique, notamment à partir du tournant des années 2000 et la montée du volontariat. Il demeure assez rarement utilisé dans la recherche sur l'action collective en France à cause du flou d'une définition qui est avant tout négative. La société civile, c'est ce qui n'est pas l'État et ce qui n'est pas le monde des entreprises.
La problématique qui oriente ce travail est la suivante. Comment le mouvement social des sans-abri a pu avoir un tel impact politique alors que, pour commencer, l'existence même de cette action collective est hautement improbable. Elle l'est d'abord en théorie. Les populations les plus dépourvues de ressources sont en effet celles qui ont le plus de difficultés à utiliser un mode protestataire, celui de l'action collective, qui demande un investissement en temps, en argent, en savoir-faire, c'est-à-dire autant de ressources que ces populations ne possèdent pas. Parce qu'un mouvement social voit le jour à partir d'un surplus de ressources qui est alloué à son organisation, son émergence est particulièrement improbable dans un milieu, celui des sans-abri, qui est caractérisé par la pénurie. Pour contourner cette contrainte, de nombreux chercheurs ont souligné que ces populations pouvaient s'allier avec des soutiens extérieurs, c'est-à-dire des personnes qui, bien qu'elles ne partagent pas le statut des personnes mobilisées, mettent cependant à leur disposition les ressources nécessaires pour qu'une action protestataire voie le jour. Mais la présence de ces soutiens se pose avec d'autant plus d'acuité que les sans-abri sont fortement stigmatisés, ce qui rend également improbable toute possibilité d'alliance. Qui en effet pourrait leur venir en aide ? Dans les études faites en France sur les sans-abri ou d'autres groupes stigmatisés comme les prostituées, un rôle important est joué parmi les soutiens extérieurs par des membres d'organisations chrétiennes engagées dans l'action sociale. Cependant, dans le contexte culturel japonais, de tels profils sociaux sont rares pour ne pas dire inexistants. De plus, les mouvements d'habitants Juma-Endo, souvent reconnus pour leur rôle bénéfique dans la défense de l'environnement et leur rôle actif dans la société civile critique, sont peu enclins à venir en aide à des sans-abri considérés comme une source de nuisance dans l'environnement de la vie quotidienne. Plus généralement, et c'est le second point, la majeure partie des études sur la société japonaise, tout en prenant leur distance vis-à-vis d'une approche culturaliste qui rendrait incompatible le Japon avec la notion de société civile, insiste sur la disparition, l'absence ou la très grande faiblesse du mouvement social au Japon. Le travail le plus tranché mais aussi le plus connu sur cette question est celui de Robert Pekkanen 33. Il souligne les contraintes institutionnelles qui rendent particulièrement improbable l'émergence d'une société civile critique, et qui favorisent deux autres types de sociétés civiles. La première, coopérative, est composée de grandes organisations qui dans leur fond et leur fonctionnement sont particulièrement dépendantes des ministères, souvent à l'origine de leur création, et ne peuvent exprimer de vue critique. La seconde, solidariste, composée de petites organisations, il prend l'exemple des associations d'habitants, qui n'ont pas de force critique, d'une part parce qu'elles sont mobilisées sur des questions internes, l'aide aux personnes âgées de la commune, le tri des ordures dans le quartier etc., et d'autre part parce qu'elles n'ont pas la masse critique, fonds, spécialisation pour entrer en négociation avec l'État. Son approche a certes des limites. Parce que l'auteur souligne que le cadre institutionnel peu favorable à l'action collective critique est demeuré identique depuis la fin des années 50 jusqu'à l'adoption de la loi NPO en 1998, il s'interdit par là même de pouvoir expliquer la force du mouvement social japonais pendant les années 60 à 70. Mais cet angle mort ne remet pas en cause le fait qu'à partir des années 80, la plupart des chercheurs s'accordent pour constater qu'au regard de l'action collective critique, le Japon était entré dans un âge de glace. Si la loi NPO de 1998 a certes permis l'émergence d'une nouvelle activité de la société civile, plus indépendante des pouvoirs publics, elle est le plus souvent analysée comme la montée en puissance du volontariat, c'est-à-dire de l'action humanitaire. Ainsi, Jean-Marie Bouissou, illustrant la notion de société civile au Japon, écrit « En ce sens, rien ne symbolise mieux la société civile qu'une organisation humanitaire demandant le libre passage dans l'espace international, neutralisé pour l'occasion, afin d'accéder à des populations démunies et comptées pour rien par les marchés et les gouvernements. » 34. La question de l'improbabilité du mouvement social des sans-abri prend donc, dans le contexte japonais, une dimension particulière car non seulement pour cette population, mais pour l'ensemble de la société, la possibilité d'une telle action politique peut être considérée comme ténue. L'intérêt d'une recherche sur l'action collective des sans-abri au Japon est donc pluriel. Il y a tout d'abord un caractère exploratoire. Nous considérons, tout comme Lilian Mathieu,
que c'est par une étude aux limites, par un travail sur ces zones frontières où ce sont l'existence même et la simple possibilité des phénomènes sociaux qui font problème, que les sciences sociales peuvent avancer sur la voie d'une progression de leurs connaissances. 35. Il s'agit dans ce cas d'études non seulement d'éprouver la capacité d'outils scientifiques, lorsqu'ils sont utilisés pour analyser la mobilisation de populations à la marge, mais également de faire travailler ces outils scientifiques, développés et testés dans des univers sociaux occidentaux, les États-Unis, l'Europe, dans d'autres environnements socioculturels. Outre cette contribution au savoir méthodologique, ce travail permet également d'actualiser notre connaissance concernant la société japonaise. En effet, si la mobilisation des sans-abri de Shinjuku n'est qu'un cas d'étude, il peut être désormais compris par la force qu'a prise le mouvement anti-pauvreté au Japon, comme le point de départ d'une nouvelle dynamique de la société japonaise. Ce travail permet ainsi de mettre à jour le réveil de la société civile critique qui va à l'encontre des conclusions, souvent répétées, sur le déclin de l'activisme japonais ou d'un engagement civique à faible densité politique, le plus souvent fondé sur l'analyse de la faiblesse ou de l'affaiblissement du mouvement écologique 36. Il prend également à rebours les analyses de la société civile globale, dont l'argument est le renouveau du caractère critique de la société civile japonaise par un recours au lobbying auprès des institutions internationales 37, en insistant au contraire sur les dynamiques locales qui travaillent la société japonaise. Peu de travaux au Japon se sont intéressés au rapport entre le phénomène sans-abri et l'agenda des politiques publiques, sinon dans le scénario proposé par les pouvoirs publics qui est de faire des sans-abri les objets de politiques publiques spécifiques. C'est bien la relation opposée qui nous intéresse, et il faut alors aller chercher ailleurs une mise en perspective avec d'autres terrains, notamment en France, et un cadre théorique constitué pour une large part sur les acquis de la tradition américaine d'analyse de l'action collective. Hypothèse de travail, la coalition des marges. L'analyse de l'action collective est probablement le champ de recherche qui, ces dernières 40 années, a connu le plus vaste développement. En 1968, Guy Rocher, dans son introduction à la sociologie générale, constatait que d'une part, le changement est peut-être un des caractères les plus évidents de la société. Aussi la sociologie s'est-elle dès ses débuts attachée à l'expliquer et à l'interpréter. Mais d'autre part, il faut reconnaître que la sociologie est relativement peu avancée dans l'analyse de l'historicité sociale 38. Quelques 30 années plus tard, Éric Neveu, dans son ouvrage Sociologie des mouvements sociaux ouvre sur le même constat. On ne saurait comprendre le XXe siècle sans ces mouvements sociaux. 39 mai au désert théorique a fait place une profusion d'approches, courant de la mobilisation des ressources, du processus politique, des cadres d'interprétation ou des nouveaux mouvements sociaux, avec une activité scientifique toujours intense qui propose des synthèses plus ou moins fructueuses 40, des extensions vers de nouveaux espaces géographiques 41, ou bien la volonté de découvrir 42 ou redécouvrir de nouvelles perspectives conceptuelles. Cette expansion de la recherche sur l'action collective critique, qui s'étend désormais au-delà de l'Europe et de l'Amérique, va de pair avec une attention et une considération pour l'idée de démocratie participative et la prise de parole directe exercée par la société civile. Au Japon, la recherche sur l'action collective a fait l'objet de nombreuses analyses, notamment la question écologique. Dans le même temps, il existe peu, pour ne pas dire pas, de travaux sur l'analyse de l'action collective des plus pauvres alors même que ce mouvement a connu une forte expansion consécutive à la crise, tout en favorisant l'émergence de nouvelles politiques. Cette recherche est donc pionnière, non seulement en ce qu'elle retourne à la source du mouvement anti-pauvreté au Japon, mais aussi parce qu'il n'existe aucun travail sur cette question de l'action collective des sans-abri et de leur soutien de la part de chercheurs japonais. Le seul travail de référence, celui de Miki Hasegawa, pose plus de problèmes qu'il n'en résout. En effet, l'auteur a étudié la mobilisation des sans-abri de Shinjuku en s'intéressant plus particulièrement au caractère hybride de ce mouvement, c'est-à-dire à la liaison établie entre sans-abri et soutien extérieur. Elle établit un modèle de relation entre trois acteurs, les autorités, les soutiens et les sans-abri qui interagissent les uns avec les autres. Elle établit ensuite une chronologie du mouvement des sans-abri, distinguant plusieurs périodes en fonction de l'état des relations entre ces trois entités.
Durant la première phase, initial period, les soutiens extérieurs se rapprochent de sans-abri déjà mobilisés, forment la SRK et ensemble, s'opposent aux autorités. Durant la deuxième phase, transitional period, les soutiens prennent leur distance, de manière forcée ou stratégique, par rapport aux sans-abri et se rapprochent des autorités. Enfin, dans la troisième phase, final period, les tendances observées dans la deuxième période se renforcent alors que les autorités reconnaissent officiellement la SRK comme partenaire dans sa nouvelle politique sociale. Elle conclut dans la lignée des travaux de Piven et Fox 43, à la dépossession du mouvement sans-abri par des soutiens extérieurs plus intéressés désormais au développement et à la croissance de leur propre organisation, la SRK. Or, non seulement cette conclusion est erronée, mais le jeu des acteurs est lui aussi sujet à caution tant les arguments avancés par l'auteur sont réversibles. Ainsi, dans la période de transition, Miki Hasegawa argue du rapprochement des soutiens extérieurs avec les autorités alors même que la mairie de Tokyo intente un procès contre les leaders de la coalition, tous soutiens extérieurs. De même, pour étayer la prise de distance entre les sans-abri et les soutiens extérieurs, l'auteur souligne l'emprisonnement de ces derniers tout en rappelant, de façon assez contradictoire, les visites régulières qu'il recevait des sans-abri 44. L'auteur soutient également que la sédentarisation des sans-abri avait pour origine leur volonté de remettre en cause la politique d'éviction. Mais aucun chercheur ne peut expliquer véritablement pourquoi au Japon, au début des années 90, les sans-abri se sont massivement sédentarisés dans l'espace public. Réapparaît alors la question de l'origine de la résistance politique des sans-abri, de l'articulation avec les soutiens extérieurs, et d'une mise en perspective avec des formes antérieures de résistance dont l'objectif était plus laborieusement d'assurer la simple survie dans un espace public quadrillé par les autorités locales. Tous ces anachronismes et erreurs apparaissent cependant moins liés au travail consciencieux fourni par l'auteur qu'au défaut de sa méthode qui consiste à travailler uniquement sur la relation entre trois blocs monolithiques: les sans-abri, les soutiens extérieurs, les politiques. Or, il existe au sein de ces unités simplificatrices une pluralité de relations de coopération et de défiance qui ont tout autant, sinon plus d'importance, pour comprendre l'émergence et l'influence de ce mouvement social. Partant d'un niveau d'analyse inférieur, plus microsociologique dont le but est de comprendre qui parmi les sans-abri se mobilise, qui parmi les soutiens extérieurs se mobilise et qui au sein des pouvoirs publics est sensibilisé à cette nouvelle cause, je propose le terme de coalition des marges, pour rendre compte de l'émergence, du développement et du succès de l'action collective des sans-abri et de leur soutien. Par coalition des marges, j'entends tout d'abord rendre compte d'un phénomène de coalition entre non seulement la marge sociale que représentent les sans-abri et la marge politique que représentent des groupes de soutien issus de l'extrême gauche, mais également la marge administrative puisque la mairie d'arrondissement de Shinjuku, c'est-à-dire la plus petite entité administrative, va se désolidariser de la politique d'éviction de la mairie de Tokyo et initier des politiques d'aide des urgence pour les sans-abri en coopération avec le mouvement des sans-abri. À l'époque, cette prise de position n'est cependant pas reconnue clairement par soutiens extérieurs qui, s'ils feront tout leur possible pour se rapprocher des sans-abri, allant jusqu'à épouser leur mode de vie, produiront dans leur tract un scénario de relations conflictuelles avec la mairie de Shinjuku pour des raisons stratégiques. En effet, traiter la mairie de Shinjuku comme un ennemi permettait, en transformant des acquis comme l'accès aux centres d'urgence ou la distribution de nourriture, en concession, de produire un récit héroïque et victorieux des actions de la toute nouvelle Shinjuku Renrakukai. L'alliance avec la mairie de Shinjuku, tout comme les ressources mises à disposition des sans-abri par la section d'aide sociale de cette mairie, ont eu ainsi un effet positif sur la capacité du mouvement à s'auto-promouvoir et accumuler des ressources matérielles et symboliques, la reconnaissance par une autorité officielle, propre à assurer son développement et la mobilisation des sans-abri. Ainsi, une partie du succès de la SRK, dirigée par les soutiens extérieurs, apparaît moins liée à un phénomène de balancier des sans-abri vers l'administration, mais bien à un phénomène concomitant d'alliance avec ces deux parties. L'hypothèse de la coalition des marges permet également d'insister sur la pluralité exceptionnelle des soutiens extérieurs. En effet, c'est à Shinjuku où pour la première fois, sur la thématique de la pauvreté et de la précarité,
des groupes issus de la gauche radicale vont travailler de manière unitaire au sein de la SRK. Il faut noter que le mouvement qui était jusqu'alors le plus actif, le mouvement pour la paix, a toujours été et reste encore aujourd'hui caractérisé par des divisions qui suivent les lignes partisanes, Parti socialiste, Parti communiste, etc. ou militantes, courants trotskistes, maoïstes, anarchistes, etc. Cette mise en commun des ressources de groupes qui jusqu'alors étaient en concurrence permet de comprendre le succès du mouvement local d'aide aux sans-abri de Shinjuku, et plus en avant son influence sur le mouvement national anti-pauvreté qui s'est développé depuis la seconde moitié des années 2000, et qui fonctionne sur le même principe d'agrégation de forces politiques jusqu'alors rivales. Enfin, en ce qui concerne les sans-abri, l'hypothèse de la coalition des marges permet de rappeler qu'il s'agit d'une population composite, dont certains vont se rapprocher des militants alors que d'autres sont plus proches de l'économie informelle et des yakuza. Le travail des militants sera alors double. Créer une économie du militantisme qui évite des désengagements coûteux et lutter non seulement contre la non-mobilisation, mais aussi contre la contre-mobilisation de sans-abri organisée par les yakuza. Tout comme le signale ce dernier élément, pour affiner l'analyse du tissu relationnel, il est nécessaire de prendre en compte des éléments extérieurs au triptyque sans-abri, soutiens extérieurs, administration, ne serait-ce que l'influence des médias ou de l'opinion publique locale ou nationale. L'analyse de cette complexité permet ainsi de mieux comprendre le processus de l'action collective, les nécessaires négociations, les partenariats possibles ou les résistances inattendues. Pour mener à bien cette analyse, je me suis appuyé sur les travaux réalisés par des chercheurs issus ou membres du Centre de recherche politique de la Sorbonne. En effet, au tournant des années 2000 et dans un contexte de renouveau de l'action collective en France et d'une visibilité accrue de la mobilisation des sans, plusieurs chercheurs se sont intéressés aux mobilisations de populations marginales. Lilian Mathieu sur les prostituées, Cécile Péchu sur les sans-logis, Johanna Siméon sur les sans-papiers ou Olivier Filleul sur les chômeurs 45. En mobilisant en dehors de leur territoire d'origine les outils théoriques et méthodologiques développés aux États-Unis, ces auteurs ont profondément renouvelé l'objet de recherche et la méthode utilisée. Il s'agira donc, au fil du texte, d'accorder toute son importance à l'idée de ressources, de soutien extérieur et d'organisation, c'est-à-dire aux notions qui permettent de rendre compte du processus de mobilisation de populations comme les sans-abri dont la marginalité, la pauvreté et la stigmatisation poussent a priori plus au silence qu'à la prise de parole collective. Contrepartie de ce parti pris théorique, alors que l'analyse de nouveaux mouvements était l'occasion dans l'approche tourainienne jusqu'alors dominante, de signaler une transformation des valeurs sociales et des forces sociales capables de changer la société, ce type de méta-récit qui embrasse dans une vision d'ensemble toute la société est absent. Même de moindre ampleur, tout type de généralisation, tant celle qui concernerait l'unité d'un mouvement des sans, des chômeurs ou plus récemment d'un mouvement altermondialiste, est considérée de la manière la plus critique. Elles ne sont pas interdites et peuvent être utilisées pour saisir par exemple la particularité de l'espace militant, en France 46. Elles demeurent néanmoins parcimonieuses, et le plus souvent repoussées au profit d'une approche qui insiste au contraire sur la pluralité des acteurs et des intentions. S'il est compréhensible que chaque cas d'étude ne peut prétendre rendre compte des transformations sociales les plus macro-sociologiques, le cumul de ces travaux pourrait laisser place à une réflexion plus générale sur les nouvelles caractéristiques, sinon de la société française, du moins de nouveaux modes d'engagement. Cet axe sera développé en conclusion de notre travail, tant la plupart des traits et des acteurs principaux du mouvement des sans-abri de Shinjuku se retrouvent, à une plus vaste échelle, dans le mouvement anti-pauvreté actuel et signalent une rupture avec ce qui était connu jusqu'alors de l'action collective au Japon. Sources. Deux types de sources peuvent être distinguées, les sources directes, entretien et travail de terrain, les sources secondaires, articles ou travaux d'autres auteurs, chercheurs journalistes, et enquêtes quantitatives. En ce qui concerne les sources directes, j'ai réalisé plusieurs entretiens, un peu plus d'une trentaine 47, à la fois pour appréhender l'histoire du mouvement étudié mais aussi pour collecter des récits de vie permettant de mieux comprendre les logiques d'engagement. Il faut souligner 2 points. Le premier, c'est la difficulté que j'ai eue pour faire des entretiens avec des sans-abri, du moins au début.
Il y avait certes le problème du vocabulaire de la rue, qui n'est pas celui qu'on étudie dans les salles de classe climatisées. Mais il a été surtout difficile pour moi, de poser des questions concernant la vie à la rue. J'avais souvent l'impression de poser exactement les questions, qui ne devaient pas être posées. Les, est-ce que vous êtes sans abri? Les, comment êtes-vous arrivé à la rue? Depuis combien de temps vivez-vous à la rue? Semblaient indisposés, et j'étais encore peu versé dans l'art du renseignement. Je sais aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas poser ces questions directement, qu'il faut, dans le flot d'une conversation courante, incorporer ces éléments. Par exemple, plutôt que de poser la question « Vous êtes sans abri ?» demandez « Il a fait chaud ou froid cette nuit, est-ce que ce n'était pas trop dur ?» À partir de là, on peut continuer la conversation sur le lieu de couchage, si c'est un endroit de bonne qualité qui protège du chaud ou du froid, depuis combien de temps il est utilisé, etc. Ainsi, en utilisant des questions très concrètes, on peut appréhender les trajectoires de vie et commencer à classifier les résultats pour l'incorporer dans sa recherche. Tout en sachant que les profils recherchés étaient rares. Il fallait trouver des sans-abri qui étaient à la rue pendant la période de l'action collective protestataire, soit entre 4 et 8 années auparavant. Mieux encore, ils y auraient participé. Étant donné la volatilité et l'âge élevé de cette population, les mauvaises conditions de santé, le nombre de personnes interrogées n'a pas dépassé de beaucoup la dizaine de personnes. Avec les soutiens extérieurs, c'est-à-dire les personnes qui sont venues aider les sans-abri, le problème était différent. Le premier est qu'ils pouvaient quelquefois jouer des mots pour éviter de répondre à ma question, tout en y répondant. Par exemple, à l'un des soutiens extérieurs, je posais une question concernant le nombre de personnes qui participaient au sit-in, réalisé en résistance à l'éviction des sans-abri par la mairie de Tokyo en 1996. La personne me répond une centaine, et je continue en demandant « Est-ce qu'ils étaient tous sans abri ?» Et il me répond « Vous voulez dire est-ce qu'ils vivaient tous à la rue ?» Je confirme sans voir la nuance. Sur ce, il me répond « Oui, ils étaient tous à la rue. » En fait, avant l'éviction, les soutiens avaient commencé à vivre à la rue avec les sans-abri, et la distinction que je voulais établir entre soutien et sans-abri était effacée par sa reformulation. À d'autres moments, l'entretien qui ne devait que confirmer, de manière redondante, les informations déjà obtenues par l'analyse des archives de tracts, mettait finalement en évidence une autre histoire des relations entre l'organisation de soutien aux sans-abri et les autorités. Ainsi, avec la mairie de Shinjuku, le scénario conflictuel développé dans les tracts des années 90 devenait coopération dans les entretiens réalisés dans les années 2000, ce qui interrogeait l'existence même d'un mouvement social vis-à-vis de cette autorité. Enfin, il peut être soutenu que, tout entretien confondu, l'attitude des personnes interrogées, leur manière d'occuper l'espace, de regarder leur interlocuteur, permettait également de comprendre beaucoup de leur investissement, de leur carrière et de leur rôle joué dans la SRK. L'intérêt que nous avons porté à la notion d'espace, comme concept opératoire, doit beaucoup à certains entretiens ou remarques d'un leader qui, plutôt que le café, préférait être interrogé sur le lieu de vie des sans-abri, l'espace public, ou ne souhaitait pas quitter le lieu de distribution de la soupe avant la fin du prêche de l'organisation caritative, moins par ferveur que pour signaler ainsi la maîtrise de la SRK sur cet espace. Le travail de terrain a été réalisé principalement à Shinjuku, pendant la période 2002 à 2005. Pendant cette période, j'ai pris part aux activités de la SRK, c'est-à-dire la distribution de nourriture le dimanche soir, l'action collective auprès des services sociaux de la mairie de Shinjuku le lundi matin ainsi que des patrouilles le vendredi après-midi et le dimanche après la distribution de nourriture. Il n'a pas été possible de demeurer avec des sans-abri de manière prolongée, nuitée à Shinjuku. L'opportunité ne s'est pas présentée, et les conditions de sécurité ne semblaient pas nécessairement assurées. En revanche, il a été possible de demeurer pendant 2 mois avec une communauté de sans-abri composée de 35 personnes de mai à juillet 2005 dans l'arrondissement de Taito, au nord-est de Tokyo. Il a été possible d'interroger certains sans-abri sur leur parcours, et d'obtenir de manière plus systématique qu'à Shinjuku des informations personnelles. Cette expérience a été également particulièrement instructive sur les liens communautaires supposés entre sans-abri, du fait notamment
de leur sédentarisation. Cette communauté était plus petite et plus tranquille que celle de Shinjuku, mais il a été possible de relever un lien communautaire très faible. Certaines tensions existaient entre les différents groupes de sans-abri, composés de 5 à 6 membres. L'absence de relations amicales entre des personnes pourtant physiquement proches pouvait également s'inscrire dans une stratégie consciente d'évitement. L'amitié dans la rue, c'est l'alcool, et l'alcool, ce peut être un risque de violence. Limiter les rapports avec ses voisins au strict minimum, c'est alors s'assurer la sécurité de son emplacement dans la rue. En ce qui concerne les ressources bibliographiques, il existe 2 caractéristiques. Tout d'abord, l'utilisation des résultats d'enquêtes quantitatives avait une valeur particulière pour cette recherche, notamment au regard du faible nombre d'entretiens de sans-abri que j'ai pu réaliser. Les sans-abri appartiennent pour la plupart à la même classe d'âge, la majorité ayant plus de 55 ans. Par conséquent, les enquêtes réalisées auprès de cette population et qui pouvaient donner des informations sur les différentes instances de socialisation traversées par ces acteurs permettaient de réfléchir à l'influence des parcours de vie sur l'acquisition, ou la non-acquisition, d'une expérience militante. Par exemple, être étudiant jusqu'au milieu des années 70, c'était faire l'expérience ou participer à la révolte étudiante de ces décennies. De même, travailler au sein d'une entreprise et être membre d'un syndicat jusqu'au début des années 70, c'était faire l'apprentissage d'une critique, rôle que ces organisations n'ont plus joué après leur mise au pas coopérationniste. Néanmoins, il faut également se méfier des données quantitatives et la manière dont elles peuvent être traitées, quelquefois de manière erronée. En ce qui concerne les écrits, il y avait encore très peu de travaux au début des années 2000, sur les sans-abri en particulier et sur la pauvreté en général. Ce ne serait plus le cas aujourd'hui à cause de l'ampleur prise par la thématique des inégalités, de la pauvreté et des travailleurs pauvres au Japon. Le travail de lecture était cependant fastidieux, lié à la complexité linguistique des travaux scientifiques écrits en japonais. Ce fut alors un soulagement de pouvoir prendre contact directement avec les auteurs et de leur faire dire leurs livres. Non seulement la lecture en a été facilitée, mais recueillie sous forme d'entretiens, leurs explications dépassaient le texte pour l'actualiser et révéler des développements qui, au moment de l'écriture, avaient dû être passés sous silence. Mon propre travail d'écriture en a été influencé. La neutralité vis-à-vis de notre objet de recherche nous a toujours interdit l'interventionnisme sociologique revendiqué par diverses écoles, École d'économie de Paris, École tourainienne. S'interdire de prendre parti permettait de garder une position transparente auprès de tous les intervenants, pouvoirs publics, militants, sans-abri, et s'assurer un accès aux informations détenues par différents acteurs, quelquefois en conflit les uns par rapport aux autres. La précaution inverse est également valable, et nous n'avons pu nous appuyer sur certaines informations qui, soit sur demande explicite, soit au regard de leur caractère que nous avons estimé de préjudiciable, ne pouvaient être utilisées. Plan de l'ouvrage. Dans cet ouvrage, l'analyse de l'action collective des sans-abri de Shinjuku est divisée en 3 parties. La première partie est consacrée à l'analyse du contexte d'une mobilisation improbable, tant par les contraintes qui pèsent sur l'action collective des sans-abri de Shinjuku, que par l'affaiblissement de la position de cette population dans les années qui précèdent leur soulèvement. L'analyse se déroule sur un temps long, du début de la politique répressive dans les années 80 jusqu'au 24 janvier 1994, date de la première éviction générale. Plusieurs approches théoriques sont utilisées pour comprendre le cumul de handicaps de cette population, et une attention particulière est accordée à la notion d'espace pour mieux saisir l'efficacité grandissante de la politique d'éviction, chapitre 2. Malgré ce contexte répressif, les sans-abri ont survécu dans les souterrains de la gare de Shinjuku pendant toute cette période. Afin de comprendre les tenants de cette présence envers et contre tout, je reprends de manière critique l'idée d'une résistance subpolitique dont la force est à rechercher moins dans une interaction conflictuelle avec les autorités que dans la relation de coopération entretenue avec la société civile locale, chapitre 3. Ces chapitres préliminaires permettent de rappeler que même en l'absence d'action collective organisée, il ne faut pas conclure de manière binaire à la passivité des populations silencieuses. Au contraire,
elles peuvent être engagées dans d'autres formes de résistance qui permettent également de contester une relation de pouvoir subie. La seconde partie qui compose le cœur de cet ouvrage est consacrée à la défense de notre hypothèse de la coalition des marges. Et j'analyse successivement chacun des termes qui la composent pour rendre compte de l'émergence, du maintien et du développement d'une action collective protestataire. J'analyse tout d'abord les deux composantes qui forment la Shinjuku Renraku-kai. Une attention particulière est portée aux soutiens extérieurs, notamment à leur migration vers Shinjuku après la première éviction générale, chapitre 4. Leur rôle est déterminant dans l'émergence de l'action collective, mais en même temps, leur pluralité, le fait que deux organisations aux identités marquées se soient intéressées à Shinjuku, n'a pas été sans créer une certaine instabilité structurelle et stratégique jusqu'à ce qu'ils décident d'unir leurs efforts. Ensuite, le regard se tourne vers les sans-abri qui ont participé à l'action collective, chapitre 5. Une attention particulière est accordée aux mécanismes d'incitation sélective, à la nécessaire modulation de ce répertoire en fonction des objectifs recherchés, soutien massif ou bien soutien intensif, c'est-à-dire la recherche de leaders autochtones. Enfin, je m'intéresse à la relation entre la Shinjuku Renraku-kai et la mairie d'arrondissement de Shinjuku en analysant l'évolution de l'aide d'urgence en faveur des sans-abri, chapitre 6. Sans oublier la forte discrimination dont faisaient l'objet les sans-abri de la part de ces services, le terme de marché est cependant préféré pour rendre compte de la mise en relation entre une offre de services sociaux proposée à partir de 1994 par la mairie de Shinjuku et une demande d'aide sociale, organisée pour des raisons plus humanitaires que militantes par les soutiens extérieurs. En ce sens, la mairie de Shinjuku apparaît plus comme un allié objectif de la Shinjuku Renraku-kai, lui fournissant de nombreuses ressources et facilitant sa survie. Enfin, la dernière partie analyse la lutte de la SRK contre la mairie de Tokyo, chapitre 7. Il est cependant nécessaire de distinguer deux périodes. Celle qui s'étend jusqu'à la seconde éviction de février 1996 et qui peut être définie comme une période de lutte contre la politique répressive de la mairie de Tokyo. La seconde, postérieure à l'éviction, apparaît contrairement aux archives militantes, comme une période où la mairie de Tokyo cherche à développer des politiques de réinsertion en faveur des sans-abri en contournant la Shinjuku Renraku-kai. Toute l'énergie de l'organisation militante sera alors concentrée, parfois aux dépens de l'intérêt immédiat des sans-abri, sur l'obtention d'une reconnaissance officielle. 1. La gare de Shinjuku, 2 millions de personnes en transit par jour. Pour un repérage géographique, voir annexe 1, carte 2. Pour une chronologie indicative des événements, voir annexe 3. 2. Sur le rôle de l'événement comme mémoire et rupture, voir le numéro spécial de terrain, Revue d'ethnologie de l'Europe, numéro 38, notamment, Farge, Arlette, penser et définir l'événement en histoire, approche des situations et des acteurs sociaux, terrain, Revue d'ethnologie de l'Europe, numéro 38, http://terrain.revue.org/, document 1929 HTML, 20 avril 2007, ainsi que Bensa, Alain, Farge, Éric, Les sciences sociales face à l'événement, terrain, Revue d'ethnologie de l'Europe, numéro 38, mars 2002. 3. Ponce, Philippe, Misère et crime au Japon, Paris Gallimard, 1999, Gonon, Anne, Précarité et isolement social. Le monde des travailleurs journaliers japonais, monographie de la MFJ, Maison franco-japonaise, 1995, Sabouret, Jean-François, L'autre Japon, Les Burakumin, Paris Editions de la découverte Maspero, 1983. Pelletier, Philippe, dire Qualité de la ville et ghetto des travailleurs journaliers au Japon, la qualité de la ville. Urbanité française, Urbanité nippone, Maison franco-japonaise, 1987. 4. Fort, Guy dire Le consensus, mythe et réalité, d'Economica, 1984. Bouissou, Jean-Marie, L'envers du consensus, les conflits et leur gestion dans le Japon contemporain, Paris, Presse de Sciences Po, 1997. Jobin, Paul, Maladies industrielles et renouveau syndical au Japon, Paris Editions de l'EHESS, 2006. 5. Pour les ouvrages scientifiques en langue japonaise, notons Iwata, Masami, Omoreshu, Gendai Shakai, Fukushikoka, Sans-abri, Société contemporaine et État-providence, Tokyo, Akashi Shoten 2000, Aoki Hideo dire, Basho o Akero Yoseba Omoreshu no Shakaigaku,
Ouvrons les lieux, Sociologie des Yosebas et des sans-abri. Kyoto Shoraisha, 1999, Aoki Hideo Gendai Nihon no Toshikaso, L. Underclass dans le Japon contemporain, Tokyo Akashi Shoten 2000. 6 Hasegawa, Miki, We Are Not Garbage, The Homeless Movement in Tokyo 1994 à 2002, New York Routledge 2006. 7 Cité dans Aya, Ezawa, Japan's New Homeless, Journal of Social Distress and the Homeless, volume 11, numéro 4, octobre 2002. Page 280. 8 Enquête sur la vie urbaine, Aratana Toshi Monde no Tayo Tuoko, Rojo Zeikatsu ou Omigut, La vie à la rue, nouveaux problèmes urbains et réponses, Ville de Tokyo 1995. C'est la définition officielle utilisée par tous les acteurs. Nous traduisons Omureshu par le terme français sans-abri, au singulier comme au pluriel. 9. Les moyens déployés par les deux organisations ne sont pas les mêmes. L'année 1994 permet de donner un ordre d'idée des différences. Pour les associations, un peu plus de 1500 sans-abri, pour l'administration un peu plus de 3000. Toutes choses étant égales par ailleurs, il est possible d'estimer que si l'administration avait réalisé un recensement de la population sans-abri en 1992, ils auraient trouvé près d'1 millier de sans-abri dans la rue. Le chiffre de la patrouille multiplié par 2. 10 Le chiffre de la patrouille multiplié par 2. 11 Villes de Tokyo dans Tokyo-tu, Omursu no Jiritsu Shien Nado Nikansuru Tokyo-tu Jishikekaku. Mesure de la ville de Tokyo concernant le soutien à l'autonomie des sans-abri, Tokyo juillet 2004. 12 Castel, Robert Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat Paris Fayard colle l'espace du politique, 1995. 13 Comme le dénote la publication sous la double direction du professeur Iwata et du professeur Nishizawa, spécialiste des Yosebas. Iwata Masami, Nishizawa, Akiko Inkon Tushakaiteki Eiyo. Pauvreté et exclusion sociale, Kyoto Mineruva Shobo 2005. 14 Enquête sur la vie urbaine, Aratana Toshi Monde no Tayo Tuoko, Rojo Zeikatsu ou Omigut. La vie à la rue, nouveaux problèmes urbains et réponses, Ville de Tokyo 1995. 15 Entretien, Inabasan 15 novembre 2002. 16 Aera, 1er novembre 1993. 17 Kasai Kazuaki Shinjuku Omureshu Funsenki, Hop Site. 18 Pour une représentation géographique, voir annexe 1, carte 1. 19 Toshi Seikatsu Kenkyukai Rojo Seikatsusha Jite Shoza. Enquête sur les sans-abri, étude réalisée sous la direction du professeur Iwata, Masami 1999, page 95. 20 Iwata, Masami Omureshu, Hop Site, page 49. 21 Hasegawa, Miki, We Are Not Garbage, The Homeless Movement in Tokyo 1994 à 2002, New York Routledge 2006. 22 Ibidem, page 34 à 52. 23 Yamaguchi, Keiko, Tokyo Sanyani Miru Osetsu tu Aijo no Kozo, Nojukusha no Zoka tu Yoseba no Oni te suite. Structure d'inclusion et d'exclusion à Sanya, Tokyo, la montée des sans-abri et la transformation des Yosebas, The Liberation of Human King, A Sociological Review 15 pages 26 à 53. 24 Fassin Didier, Exclusion Underclass Marginalidad. Figure contemporaine de la pauvreté urbaine en France, aux États-Unis et en Amérique latine. Revue française de sociologie, volume 37, 1996, page 37 à 75. 25 Pour un état des savoirs sur la question de l'exclusion. Pogam, Serge Dir. L'exclusion, l'état des savoirs, édition de la Découverte, Paris 1996. Le débat sur l'intérêt heuristique de cette notion est analysé dans la première partie de cet ouvrage. En ce qui concerne l'intérêt critique d'une telle notion, il faut mettre en perspective la réflexion de Boltanski, Luc Chiapello, Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris Gallimard, Col. NRF Essai, 1999 et celle de Péchu, Cécile, Droit au logement, Genèse et sociologie d'une mobilisation, Paris Dalloz 2006. 26 Fassin Didier, Exclusion Underclass Hop Site, page 38. 27 Morita Yoji Rakuso, La classe déchue, Osaka Nikkei Osaka Professeur Kikaku Shepanbu 2001 page 17. Les sans-abri sont la cible régulière d'agressions mortelles. En juillet 1996,
Un sans-abri sera tué par plusieurs jeunes qui se justifieront ainsi. Nous l'avons frappé parce qu'il est sale. Nous voulions trouver une solution au nom de la communauté dans laquelle nous vivons. Asahi Shimbun, juillet 1996. 28. Il s'agit de la plus forte réponse après « en mauvaise santé », qui reçoit 67,6% des réponses. 29. En 2001, la mairie de Tokyo rend public dans son rapport les plaintes qu'elle a reçues concernant les sans-abri. Dans la catégorie des plaintes environnementales, la plainte suivante: il faut expulser les personnes qui sont dans les parcs car ils font du bruit et y campent, sans autorisation NDT. Source: Tokyotu Fukushikyoku Tokyo no Omoreshu, les sans-abri de Tokyo, 2001, page 5. 30. Confère Kitamura Toshigo, Omoreshu Shochiki Jiken. Le choc des attaques contre les sans-abri, Tokyo, Taro Hirosha 1997 et Furuta Shunichi Omoreshu Bokoshi Jiken, les attaques violentes contre les sans-abri, Tokyo, Shimpusha 2004. 31. Tsutsumi Keishiro, The Homeless Issue and Citizens. What was shown and what was hidden in the course of an incident, the case of Nagai Park problem. The Annual of Sociological Association, OCU, Shideshakaigaku, numéro 5, 2004, page 29 à 36. 32. Mathieu, Lilian, L'espace des mouvements sociaux, Politics, numéro 77, janvier 2007, page 131. 33. Pekanen, Robert, Japan's Dual Civil Society, Members Without Advocate, California, Stanford University Press, 2006. 34. Bouissou, Jean-Marie, Quand les sumos apprennent à danser, Paris, Fayard, 2003, page 399. 35. Mathieu, Lilian, Mobilisation de prostituées, Paris, Belin, page 8. 36. Lam, Peng et Green Politics in Japan, New York, Routledge, 1999. 37. Hirata, Keiko, Civil Society in Japan, New York, Palgrave Macmillan, 2002. 38. Rocher, Guy, Introduction à la sociologie générale, Paris, Edition HMH 1968, page 4. 39. Neveu, Éric, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, Col. Repère 2002, 1996 pour la première édition, page 3. 40. Voir par exemple, Macadam, Doug, McCarthy, John, Zald, Mayered, Comparative Perspective on Social Movement. Political Opportunities, Mobilizing Structure and Cultural Framing, Cambridge, New York, Melbourne, Cambridge University Press, 1996. 41. Benani Kraibi, Mounia, filleul Olivier appelle d'Re in Benani Kraibi, Mounia, filleul Olivier dire. Résistance et protestation dans les sociétés musulmanes, presse de Sciences Po 2002. 42. Mathieu, Lilian, Rapport aux politiques, Dimension cognitive et perspective pragmatique dans l'analyse des mouvements sociaux, Revue française de sciences politiques, volume 52, numéro 1, février 2002, page 75 à 100. 43. Piven, Frances Fox, Cloward, Richard pour People's Movement. Why They Succeed, How They Fail, New York, Pantheon Books, 1977. 44. Azegawa, Miki, We Are Not Garbage, Opsite, page 102. 45. Mathieu, Lilian, Mobilisation de prostituées, Opsite. Pichu, Cécile, Droit au logement, Genèse et sociologie d'une mobilisation, Paris Dalloz 2006, Siméon, Johanna. La cause des sans-papiers, Paris, Presse de Sciences Po, 1998, Filleul, Olivier dire. Sociologie de la protestation, les formes de l'action collective dans la France contemporaine, Paris L'Harmattan, Col. Dossier Sciences humaines et sociales, 1993. 46. Mathieu, Lilian, L'espace des mouvements sociaux, Psy. Crétier, Xavier, Sommier, Isabelle, La France rebelle, tous les mouvements et acteurs de la contestation Michalon 2006. 47. Pour la liste des entretiens, voir annexe 2. Chapitre 2. Topologie des années de résistance informelle. Au début des années 90, à Tokyo, de nombreux espaces publics sont affectés par la brusque augmentation du nombre de sans-abri, notamment le parc de Ueno, arrondissement Taito, et les bords de la rivière Sumida, arrondissement Taito et Sumida. La gare de Shinjuku, et plus exactement le dédale de souterrain de la sortie ouest, devient également l'un des principaux lieux où se concentre cette masse grandissante 48. Elle possède cependant des traits historiques distinctifs. Dans la plupart des autres quartiers, le phénomène était jusqu'alors inexistant et les autorités qui doivent faire face aux plaintes des habitants,
était assez réticente à intervenir pour déloger ces nouveaux arrivants. Des expulsions ont certes eu lieu, mais elles étaient le plus souvent limitées à des cas individuels. À Shinjuku en revanche, le phénomène de grande pauvreté n'est pas nouveau. Historiquement, des sans-abri ont toujours été présents dans les souterrains de la gare, et ce, dès la fin de la période d'après-guerre, 1955 présent. Au début des années 90, le changement concerne avant tout leur manière d'utiliser l'espace. Jusqu'alors nomades, ils deviennent pour la plupart sédentaires. De plus, l'arrondissement de Shinjuku coordonne dès le début des années 80 une politique d'éviction systématique et générale à l'encontre des sans-abri. Au début des années 90, cette politique est reconduite et renforcée par la mairie de Tokyo dont le transfert des bâtiments dans les environs de la gare vient de s'achever. Il semble que ces deux transformations, un usage différent de l'espace public par les sans-abri et une politique plus effective de la part des pouvoirs publics, aient modifié les équilibres qui existaient jusqu'alors. Les sans-abri n'ont eu alors d'autre alternative que de quitter les lieux. Dans le cas de Shinjuku, le début des années 90 marque alors moins le début d'une nouvelle ère, celle où la pauvreté devient visible, que la fin d'une période pendant laquelle les sans-abri avaient pu survivre dans l'un des espaces le plus contrôlés de Tokyo. Pour comprendre cette survie puis sa remise en cause, la notion certes un peu floue de résistance informelle est utilisée. Elle est utilisée à défaut, puisqu'il n'existe pas de signe de résistance formelle pendant la période qui court du début des années 80 au début des années 90. Aucune manifestation, sit-in, grève de la faim ou toute autre action organisée de protestation n'est enregistrée. Les deux notions ne sont cependant pas sans lien. En effet, plusieurs auteurs 49, comme Olivier Filleul ou Assef Bayat, ont insisté sur le fait que la présence d'une résistance informelle pouvait faciliter l'éclosion d'une résistance formelle. Il est donc important d'en déceler les signes, la force, pour voir s'il n'y aurait pas un terreau propice à l'émergence d'une action collective. Pour saisir les tenants de la résistance informelle, nous nous dégageons néanmoins d'une approche focalisée sur l'intentionnalité de l'acteur tant il est difficile d'en apporter la preuve 50, et nous développons alors une double réflexion sur l'environnement des sans-abri en empruntant à la géographie urbaine la notion d'espace et échelle. Il semble en effet que la présence des sans-abri puis sa remise en cause soit particulièrement dépendante, tout d'abord, de l'efficacité de la politique répressive mise en œuvre par les autorités locales, et d'autre part de l'intensité des liens de coopération entretenus par les sans-abri avec la population locale. 1. Un espace conflictuel. La politique d'éviction qui se met en place à Shinjuku apparaît à plusieurs égards décalée par rapport à celle mise en œuvre dans les autres arrondissements. Décalage temporel d'abord puisque dans les années 80, ce n'est qu'à Shinjuku que se développe une telle politique, ce qui fait du quartier de la gare le lieu originel où pour la première fois elle est appliquée. Décalage dans l'intensité de la frappe, également. En effet, ce n'est qu'à Shinjuku qu'une politique d'éviction générale, sans équivalent ailleurs à Tokyo, est appliquée par deux fois, en 1994 puis en 1996, afin de déplacer près d'une centaine de sans-abri. S'il fallait faire une échelle de la répression, ce serait alors à Shinjuku qu'elle s'exprimerait avec le plus de force. Liminaire et excessive, la politique d'éviction de Shinjuku retient ainsi l'attention dans sa mise en œuvre. Ses fondements sont également spécifiques. Dans la plupart des autres arrondissements, c'est l'apparition de personnes à la rue qui est la cause directe de politiques d'éviction. Autrement dit, les sans-abri constituent une dévaluation de l'espace et les autorités interviennent, le plus souvent après des plaintes formulées par les habitants, pour libérer l'espace public et rétablir la valeur foncière d'origine. En revanche, dans le cas de Shinjuku, la politique d'éviction qui s'est développée à partir des années 80 trouve son origine dans la volonté formulée directement par les autorités locales, non de préserver la valeur d'origine du quartier, mais bien de tendre vers sa revalorisation. En effet, les sans-abri étaient présents de longue date dans les souterrains qui s'enracinent autour de la sortie ouest de la gare. Dans cet espace, à l'origine marginale et de peu de valeur, leur présence n'était pas remise en cause. Cependant,
À partir de la seconde moitié des années 60, la gare de Shinjuku, en sa partie ouest, va devenir l'objet d'un plan de redéveloppement qui va valoriser de manière exceptionnelle cet espace, avec à terme, la construction d'un nouveau quartier d'affaires. Si dans ce nouveau paysage, les sans-abri n'ont plus leur place, ils réussissent néanmoins sans résistance formelle à s'y maintenir jusqu'au début des années 90. Pour comprendre l'évolution de la relation conflictuelle entre les autorités et les sans-abri, de la spécificité de la politique d'éviction à la perte d'efficacité de la résistance informelle des sans-abri, la notion d'espace apparaît alors cardinale pour deux raisons. Tout d'abord, c'est dans la modification de la valeur du quartier de Shinjuku qu'il faut trouver la principale raison d'une politique d'éviction continue et sans équivalent à Tokyo. Ensuite, c'est dans la modification de l'usage de l'espace, longtemps nomade puis sédentarisé, qu'il faut relever l'une des principales raisons de l'efficacité de la nouvelle politique menée par la mairie de Tokyo et la mise en défaut de la résistance informelle des sans-abri. La particularité de Shinjuku. Pour comprendre la particularité de l'espace occupé par les sans-abri à Shinjuku, par rapport à d'autres lieux de la ville, il est nécessaire au préalable de procéder à une classification des différents types d'espaces. Parmi les nombreuses typologies de l'espace urbain, celle élaborée par Snow et Mulcahy possède une caractéristique qui la rend particulièrement pertinente pour notre démonstration. En effet, les auteurs mettent en relation la valeur d'un espace et les politiques d'éviction qui peuvent s'y développer. Ils distinguent trois types d'espaces, primaire, marginal et en transition 51. Le premier est un espace qui cumule à la fois une valeur d'usage élevée, en ce sens où il est utilisé intensivement par les résidents, une valeur réelle ou d'échange pour les entrepreneurs, c'est-à-dire que des profits financiers ou commerciaux y sont réalisables, et une valeur politique ou symbolique forte 52. Le deuxième définit à l'opposé un espace qui n'a pas beaucoup de valeur d'usage pour la plupart des résidents, qui a peu pour ne pas dire pas de valeur réelle ou d'échange pour les entrepreneurs, et qui n'a pas de valeur politique ou symbolique 53. Le dernier espace, l'espace en transition, est un espace qui n'est ni totalement primaire, ni totalement secondaire. Il est souvent utilisé par des résidents, des entrepreneurs et des individus marginaux comme les sans-abri, et typiquement apparaît soit peuplé par des bas revenus, des individus domiciliés mais marginalisés, soit se présente comme une zone tampon entre une zone de bas revenus et une zone qui s'apparente à un espace primaire. 54. Ce dernier type d'espace, à la définition qui semble de prime abord résiduelle par rapport aux deux autres, est également plus souvent l'objet d'une politique de redéveloppement. Ce qui implique, comme le met en évidence le tableau réalisé par Snow et Mulcahy, que la majorité des politiques répressives sont mises en œuvre dans ces espaces, voir tableau 4. Ce dernier point retient l'attention car le même processus liant redéveloppement urbain et répression s'est développé à Shinjuku. L'intérêt de la catégorisation de Snow et Mulcahy est double. D'un point de vue méthodologique, il permet d'intégrer à l'explication des mouvements sociaux une nouvelle variable, l'espace, et permet de réinvestir dans l'explication de l'action collective les gains réalisés au sein de la géographie critique. D'autre part, dans le cas d'études de Tokyo, cette typologie spatiale permet de comprendre les différences de traitement politique des populations à la rue en fonction de leur lieu de vie. En outre, les informations que nous avons pour Tokyo permettent d'aller au-delà de seule quantification des évictions en fonction des espaces concernés, et il est également possible de s'attarder sur les différences d'intensité de ces évictions en fonction des espaces concernés. En accord avec les résultats présentés par Snow et Mulcahy, les évictions dans les espaces primaires de Tokyo. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.